Thank you. Thank you, Bonjour. Alain. Welcome, everyone. Thanks for being here for this exciting discussion that we're going to have today. A topic that is very important to me and sits very well within the context and the theme of this conference, which is the world in. Nous allons parler d'expansion et d'opportunités de stratégie et nous avons des présentateurs de différentes industries. Donc, il y a différentes entreprises que nous accompagnons pour l'expansion de leurs entreprises au niveau international. Un certain mot de ma part, je pratique dans le cadre des M&A et les finances internationales et les transactions internationales à travers les frontières et les financements de développement de projets et d'infrastructures. Et naturellement, le thème d'aujourd'hui est un grand intérêt pour moi et ça fait partie de notre travail quotidien. Avec moi, ben, j'ai plusieurs partenaires. Nous avons Bernard Smith, qui est le président international et Europe pour le mouvement des entreprises de France, MEDEF. C'est un réseau d'entrepreneurs de la France et qui a un grand nombre de membres, dont 70% sont des petites et moyennes entreprises. Et le rôle de la MEDEF, c'est d'accompagner les entreprises françaises alors qu'ils développent leurs entreprises sur le marché mondial. J'ai avec moi Edbert de Groot, qui est vice-président principal, fusion-acquisition, origination des achats et Amérique du Nord pour Boralex, une compagnie qui crée des énergies thermiques, électriques et éoliennes. Ils travaillent à travers le monde et principalement en France. Merci d'être là, Egbert. Également, j'ai avec moi Todd Burns, qui est le PDG de Cypher Environmental et qui fait la gestion des résidus avec des solutions d'environnement. Et il travaille également à travers la planète. Nous avons Marc Gilbert, qui est responsable de BCG, le directeur général et associé principal. C'est une firme de consultation qui aide les compagnies à développer des entreprises à l'étranger en adressant des enjeux spécifiques et la gestion des crises. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais parler un peu de chacune de vos organisations. Certains d'entre vous êtes impliqués dans l'expansion des entreprises et vous aidez des gens comme moi en tant que consultant à supporter des entreprises qui se développent au niveau mondial. J'aimerais qu'on parle de mondialisation et de votre implication personnelle et quelles sont les opportunités. Quel est le bon moment pour une compagnie de considérer de passer à l'international? Nous allons commencer avec Bernard. Quelles sont vos pensées et que fait votre organisation en ce sens? Merci beaucoup. Je suis content d'être ici à nouveau à Montréal. Merci pour toute l'équipe pour votre accomplissement dans cette grande conférence. Eh bien, MEDEF, c'est dur de comparer. Notre contrepartie au Canada est la Chambre du commerce. Je dirais que dans chaque pays, c'est différent. Notre rôle est large. Nous sommes peut-être la seule association de tous les employeurs français. Nous avons une macroéconomie et une microéconomie au niveau de notre rôle qui représente les entreprises dans les discussions avec les instances légales telles que le gouvernement. Notamment, nous sommes les interlocuteurs par rapport
aux traités comme le CETA. Nous avons eu beaucoup de support par rapport à cela et énormément d'ententes internationales de ce genre que nous devons discuter et supporter. Ça peut être quelque chose de compliqué au niveau européen. Donc, nous donnons des informations à tous nos membres. Par exemple, lorsque nous avons eu le Brexit, c'était difficile de suivre toutes les étapes du processus. Et comme vous l'avez dit, nous avons les plus grandes compagnies, nous avons plusieurs compagnies très larges et plusieurs compagnies petites et moyennes. Et c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de départements légaux. Et donc, le processus peut être compliqué. Donc, il s'agit de connaître les dates limites exactes. On ne savait pas quand il fallait agir ou pas, quand commencer et comment. Donc, c'est très important d'avoir des gens pour supporter les efforts de ces petites et moyennes entreprises. Et donc, c'est une chose. Et pour ne pas être trop long, je dirais que la France est un pays avec un large déficit d'exploitation, mais nous sommes la destination numéro un pour les investissements cette année à nouveau. Et donc, je dirais que nous sommes complètement ouverts. C'est quelque chose de vérifiable. Et une chose qui est importante aussi, donc les SME France, donc les PME françaises sont ouvertes également. Nous avons beaucoup de force, certaines faiblesses également, et nous essayons d'améliorer. Mais le mouvement est ouvert dans cette transition globale. Il y a plus de compagnies françaises qui se déplacent qu'avant. Oui, et il y a une accélération dans les 3 à 4 dernières années. Les compagnies de construction partout, la plupart des entreprises françaises qui sont larges font 90% de leurs produits à l'étranger. Donc, je pense qu'on parle de 40% des PME qui exportent à travers le monde. Et il y a 4 ans, et maintenant, on est à 62%. Très bien. Edward, parlez-nous de votre présence internationale et quel est le bon temps pour une compagnie de s'étendre au niveau international. Tel que vous l'avez mentionné, nous produisons de l'énergie. Nous faisons partie des fournisseurs de vapeur et d'énergie. C'était, nous sommes un des premiers au Canada dans notre thème et maintenant nous sommes à la biomasse, à l'hydro et également dans le stockage d'énergie. Nous avons fait des expansions en Europe et aux États-Unis. La compagnie maintenant a environ 650 employés. On parle d'une entreprise de 4 milliards. Euh, on a assez d'énergie pour offrir de l'énergie à 750 domiciles, à 750 000 domiciles. Et donc, on a environ 40% de nos activités en Europe. Je vais parler de notre expansion aux États-Unis. Moi, comme je suis dans le domaine nord-américain, donc nous avons une présence historique aux États-Unis depuis à peu près 20 ans. Et nous avons ces actifs et nous n'avons pas fait grand-chose avec. Nous avons pris la tête de de l'industrie de la biomasse. Nous avons mis énormément de notre énergie dans les entreprises canadiennes et le développement, notamment des turbines éoliennes en Ontario et dans le reste du Canada. Il y a 8 ans, le marché a changé et il y a un peu de nouveaux développements au Canada. Et on avait le choix, donc, selon notre perspective à nous,
On a perdu des contrats au niveau de l'Ontario, également des changements par rapport aux offres au Québec. Et donc, nous devions réduire mm, et passer en mode hibernation. Nous avons attendu le retour du marché ou bien nous pouvions réallouer nos équipes et faire une expansion aux États-Unis. Nous avons choisi de répondre à un marché qui rencontrait nos forces et donc nous avons fait cet échange. Nous sommes contents d'avoir pris cette décision. La première est que nous sommes contents parce que nous avons un pipeline qui se fait maintenant aux États-Unis et il y a un retour maintenant en Ontario, au Québec. Et les infrastructures auront besoin davantage d'énergie à travers les années. Et nous avons toute une équipe qui est complète et qui a énormément de capacités institutionnelles pour rencontrer cette demande. Nous utilisons ceci comme une opportunité de s'étendre, mais aussi une façon de préserver les talents que nous avons. Et on a la meilleure équipe de développement vert dans les différentes juridictions. Et vous avez l'intention d'aller au-delà de vos juridictions actuelles? Oui, nous avons énormément d'accent sur la croissance. Nous voulons doubler nos installations en 2025 et d'ici 2030, doubler à nouveau. Donc, nous nous assurons de croître dans toutes nos juridictions. Marc, vous faites l'exportation maintenant dans à peu près 60%. Parlez-nous de votre compagnie et de votre expansion globale, bien sûr. Premièrement, merci d'être ici. Je remercie mes amis de SIDEM et de Ahmed de m'avoir permis de participer à cette conférence. C'est une opportunité phénoménale de connecter avec des collègues d'à travers le monde. Et donc, c'est- je suis responsable de Cypher Environmental. Le ministre a parlé plus tôt de nous, et c'était une bonne chose. Vous avez entendu une partie de mon histoire, mais pour vous donner un peu plus de contexte, tout le monde est familier avec les road salts, les sels qu'on utilise pour le déglaçage. Vous êtes familier avec cela. Vous êtes familier également avec les voitures qui rouillent parce qu'on conduit beaucoup sur ces routes. Donc, c'est très corrosif et mauvais pour notre environnement. Et donc, ce qui est moins su est que le sel que nous utilisons est également utilisé sur les routes de l'été. Donc, nous avons offert différentes opportunités, différentes alternatives pour cette industrie. Alors maintenant, on travaille avec des compagnies euh, telles que les pétrolières, les compagnies minières, et je parle de ministre qui a mentionné certains défis que nous rencontrons, que nous adressons dans notre propre industrie. Donc, si vous avez l'intention, venez me voir. Je travaille avec le gouvernement fédéral pour régler les problèmes de gestion des résidus. Donc, notre, nous voulons amener une meilleure gestion des routes et nous manufacturons nos produits ici au Canada, à Winnipeg, et nous faisons du commerce partout à travers le monde. Nous vendons à travers des distributeurs et des agents et des représentants de vente dans différents locaux et nous grandissons dans un marché tel que l'Afrique du Sud, le Chili, le Canada. Et donc, la chaîne d'approvisionnement, on en parle beaucoup ces derniers temps. On faisait des blagues plutôt par rapport au fait que la gestion des forces était quelque chose, on pensait que les forces majeures, c'était quelque chose qui était supplémentaire dans les contrats, mais avec la COVID, on a beaucoup utilisé ce terme. Donc, il y a quelques années, on a utilisé beaucoup ce terme. Et donc,
Nous manufacturons tout au Canada maintenant, mais pour aider la chaîne d'approvisionnement, également pour mettre l'accent sur la réduction des coûts des matières premières et de la logistique. Alors, nous voulons avoir des usines partout dans le monde, dans les différents continents, et notre objectif est de toujours faire ce qui est bien. Donc, notre culture, nos valeurs clés sont là. Nous allons pas toucher les matières premières, à moins que ce soit complètement durable et soucieux de l'environnement. Alors, à travers des distributeurs et des offices, des bureaux de gestion verte, donc nous avons une culture et des valeurs que nous avons développées en ce sens. C'est quelque chose, un processus qui est excitant avec une énorme croissance que nous prévoyons pour les prochaines années. On s'attend à 50% de croissance à chaque année. Et j'aimerais beaucoup vous partager mon histoire dans le contexte de ce panel d'aujourd'hui. Nous allons parler de cela aujourd'hui et également de culture. Et Liamade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment est-ce que des entreprises telles que BCG, nous aidons des gens à passer à l'international? Alors, qu'est-ce que BCG fait pour ses clients? À quel moment est-ce que vous intervenez? Et qu'est-ce que vous amenez comme valeur? Donc, à BCG, nous supportons nos clients à travers tout leur parcours. Donc, s'ils veulent passer à l'international, il faut regarder quelles sont les opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités? Comment est-ce qu'on peut développer une stratégie directe? Est-ce qu'on peut considérer le risque géopolitique? Ou bien comment est-ce qu'on met en place une chaîne d'approvisionnement? Donc, arriver avec ces différentes questions pour avoir un plan solide. Et ensuite, nous supportons nos clients à l'exécution de ces choses durant ce cheminement. J'aimerais répondre à l'une de vos questions que vous avez posées ici. Quel est le bon temps pour réfléchir à l'expansion internationale? Et je dirais que c'est une question très pertinente car ces personnes semblent présenter cela comme très simple, mais ce n'est pas facile du tout. Et je pense qu'il nous reste 40 minutes pour parler des enjeux et des défis auxquels il faut faire face. Donc, je pense que c'est très important en tant que compagnie. Lorsque vous considérez l'expansion internationale, il faut avoir une base très solide, c'est-à-dire que dans votre marché local, domestique, vous avez beaucoup de profits, que vous avez des ressources, que vous êtes en mesure de vous engager à l'expansion. On ne fait pas ça, les choses, on ne prend pas ça à la légère. Et enfin, je pense que c'est très important que le leadership soit prêt à investir énormément de temps et d'attention à cela. Je vais commencer la prochaine question avec toi. Tu as aidé beaucoup de compagnies à développer leur stratégie, que ce soit des M&A à travers la franchise ou autre. Ce qu'on entend souvent dans la transition actuelle, c'est qu'il faut prendre tellement de risques. À quel point c'est important de développer une bonne stratégie pour la globalisation, pour l'internationalisation de votre entreprise et comment est-ce qu'on développe quelque chose qui apporte du succès. Je pense qu'il y a deux aspects à cela. Je dirais que une stratégie et un plan, c'est très important. Premièrement, parce qu'on ne peut pas simplement assumer que ce qui fonctionne au niveau domestique fonctionnera partout ailleurs. Donc, il faut d'abord localiser. Qu'est-ce qui fonctionne au niveau local? Qu'est-ce qui fonctionne au niveau de la chaîne d'approvisionnement locale par rapport aux décideurs, les municipalités, le gouvernement? C'est très précis qu'il faut développer une stratégie spécifique également. Les compagnies qui font cela, on peut penser à McDonald's et Coca-Cola qui sont très connus de vraiment ajuster leurs produits par rapport aux goûts locaux. Des- un autre exemple, c'est Montréal, lorsqu'ils sont entrés en Chine, ils ont travaillé très, très dur pour ajuster leur portfolio de produits à la préférence chinoise. Et je pense que la seconde chose que j'ai déjà mentionnée, c'est qu'il faut vraiment un engagement. C'est que ce soit une acquisition, des
partenariats stratégiques avec les gouvernements. Ce sont des choses qui sont très importantes et il faut les planifier de façon stratégique. Dites-nous comment est-ce que vous voyez ceci dans votre expérience par rapport à cette stratégie? Pour nous, on est forcé d'être plus innovatif, innovant par rapport à notre approche internationale. J'ai parlé plutôt du travail avec les ressources minières. Nous sommes un fournisseur principal pour plusieurs des compagnies minières qui sont là. Et donc, nous sommes forcés de regarder à quel pourcentage de notre chaîne d'approvisionnement est cette valeur locale. Il faut, avant de considérer un marché, il faut comprendre d'abord comment les lois de protectionnisme et de nationalisme sont faites dans ce pays. C'est une des régions principales à au-delà de l'augmentation des marges. Il faut regarder les chaînes d'approvisionnement parce que nous devons améliorer, nous devons offrir de la valeur locale pour plusieurs clients. Ça pourrait être privé ou public. Et de comprendre cela, et tel que mentionné plus tôt, quelle scène est est une vraie offre, offre valeur présente et quel est leur appétit au niveau technologique. Par exemple, ça peut être très bien ici au Canada, mais pour une compagnie, par exemple, de nettoyage environnemental, plusieurs personnes, d'autres compagnies focus seulement sur le vert, mais si on arrive sur un marché qui n'a pas encore cet intérêt pour le net zéro ou bien pour la durabilité, donc la promotion des technologies vertes n'est pas encore pertinente. Donc, il faut vraiment faire ses devoirs, ses critiques. Je vois qu'on a un speed ici qui est un partenaire cette année. Donc, nous sommes une compagnie canadienne qui va à l'étranger. Herbert, votre pensée par rapport au développement de stratégies de succès? Le plan, c'est pas tout. Il faut aussi identifier quelles sont les vraies forces et il faut également les permettre de rencontrer les besoins du marché. Donc, lorsque vous êtes une organisation, il faut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour exécuter le plan, que vous avez des plans des objectifs bien établis. Et donc, il faut rester en contact avec le vrai monde. Il faut avoir assez de planification, d'objectifs clairs. Il faut être en mesure de s'ajuster à mesure qu'on avance. Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé des outils simples pour faire les recherches de marché et pour avoir les approbations nécessaires. Ces choses qui sont des mesures de base quand on fait des affaires et être certain que ces procédures soient mises en place. Nous voulons voir, lorsque nous essayons, nous voulons être certains de garder l'œil ouvert et de s'ajuster alors que nous avançons. Il faut améliorer nos forces et voir les opportunités du marché. Et pour une compagnie comme Boralex, nous sommes très forts pour nous engager par rapport aux communautés et travailler sur différents projets. Par exemple, les déserts de l'Arizona, de mettre des panneaux solaires, c'est quelque chose de simple, mais par exemple, d'installer des éoliennes à New York, donc c'est un autre défi. Donc, nous prenons en charge des projets qui donc, par rapport à à chaque espace. Donc, nous avons développé cette expertise pour faire cela. Nous pouvons aussi parler avec Bernard par rapport à son expérience avec les entreprises, les PME de la France qui veulent s'étendre au niveau international. Quelles sont vos recommandations? Eh bien, dans ce sujet, il y a
MEDEF et j'ai aussi ma compagnie personnelle de consultation. Donc, c'est vraiment un cas par cas. La première question, c'est quand est-ce qu'on commence et est-ce que nous avons la capacité, est-ce que les compagnies ont les capacités, est-ce qu'ils sont en mesure de s'attendre à des résultats en France ou non? Certaines compagnies ne peuvent pas croître en France même. Donc, ils doivent se déplacer pour réussir. Donc, ça dépend où est-ce qu'on va. Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas simple de s'approcher avant de se retirer, de s'éloigner, mais il y a des situations différentes. Ça dépend vraiment de la façon dont vous gérez, quelle entreprise que vous avez. Nous parlions de la Chine, c'est un bon exemple. En Chine, nous avons plusieurs compagnies qui aimeraient aller en Chine, mais qui n'iront jamais à cause des États-Unis, parce que ça ne vaut pas la peine pour eux. Il y a des compagnies qui ne veulent pas aller en Chine jamais parce qu'ils considèrent que c'est trop risqué. Alors, vous avez dit un peu plus tôt deux mots qui sont très importants aujourd'hui. Nous parlons de transition, donc nous avons des opportunités, transition d'opportunités et de risques. Et lorsqu'on parle d'énergie, bien sûr, la conversation aurait été différente il y a 20 ans. Lorsqu'on considère les nouveaux risques sur la table et les risques géostratégiques sont des grands risques. Il faut les considérer. Bien sûr, regardez ce qui s'est passé en Russie. Vous avez plusieurs compagnies françaises. Ce que je dis pour la France, c'est vrai certainement pour tous les pays. Donc, il y a eu un retirement. Certains, comme Renault, ont dû quitter la Russie à cause des questions de l'opinion publique. Ils ont perdu beaucoup de commerce ici parce qu'ils étaient très connus, mais il y a d'autres entreprises qui n'étaient pas très connues et qui continuent de faire affaire en Russie. Donc, l'environnement spécifique sera très important. Je pense que cette stratégie n'est pas simplement de réagir en temps de crise, mais aussi d'anticiper. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'avoir un examen de quelle est la valeur, quelle est la hiérarchie des risques et qu'est-ce qu'il devrait être fait. Et c'est du cas par cas. C'est bien parce que je voulais construire un peu cette réalité géopolitique et voir un peu du point de vue nationaliste des gouvernements, comment euh, ça se passe, les industries, leurs industries locales. Il y a beaucoup de réalignements géopolitiques également, beaucoup de nouvelles alliances qui sont construites. Il y a des pays autour de pensées spécifiques. C'est certainement un grand produit. Il y a beaucoup de défis que nos compagnies ont pour naviguer. Donc, on a ces pensées, ces tendances économiques, ces compagnies qui vont à l'étranger, comment elles le font. Tout le temps, les personnes essayent de défendre leurs intérêts nationaux. Les compagnies se défendent aussi. La question, c'est de voir comment faire le choix, soit en Europe, une réponse européenne, une réponse nationale. Et donc, personne n'est fait si on est personne n'est prêt à faire des sacrifices pour les autres, si on est prêt ou pas. Il y a clairement la guerre froide aussi. On a utilisé ces expressions il y a 20 ans, l'Est, l'Ouest, le centre de la guerre froide, c'était l'Atlantique, le Pacifique aussi. Il y a eu beaucoup de choses dans la conception, l'international que tu as mentionné. On voit, on voit qu'en Europe, il y a un effort pour ajouter la souveraineté
pour avoir une réponse globale, mondiale aux questions d'aujourd'hui ici dans le gouvernement. Donc, pour certains, c'est une blague, mais ce n'est pas vraiment une blague. C'est quelque chose d'intéressant. En Italie, le ministère de l'Industrie est, est fait en Italie. C'est une manière de s'adresser à l'opinion publique. Donc, c'est une question très importante en Europe. Comment trouver des solutions, mais d'autre part, voir comment se fait cette transition. Il y a la transition climatique, numérique. Donc, en Europe, c'est une manière de restructurer cela. Il faut combiner les forces, le respect aussi de tout cela, mais ce n'est pas un obstacle pour, pour nous. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et ça fait partie de la culture aussi de considérer cela. IRA, c'est une expression, c'est toutes les affaires en Europe, en France. On doit se demander si c'est bien d'aller aux produits aux États-Unis. C'est une question simple. C'est pas toujours simple comme les réponses, pour les réponses. Je voudrais aussi voir, on parle ici de l'Europe, de différents pays, mais même quand on parle des États-Unis, on avait cette conversation avant. Est-ce qu'il y a une culture de réglementation? Quelle est la représentativité de l'énergie verte? Comment vous voyez cela euh, dans le cas du nationalisme d'État et ces questions? Je veux dire, c'est un lieu. Au Canada, on n'a pas beaucoup de soucis par rapport à l'énergie. Il y a des organisations ne coordonnent pas vraiment ces questions. Il y a des politiques d'énergie, euh, des soucis, des objectifs aux États-Unis. Il y a des conditions constantes, entre les États. Donc, par rapport au changement, s'il y a des usines dans chaque État, on voit même aux États-Unis, au Canada aussi, on a une attitude en Ontario. On voit cela un peu en termes de réaction par rapport à l'indépendance, à la souveraineté. Le nationalisme, la tendance, ce type de mouvement, on doit penser un peu plus fort, l'analyser un peu plus différemment qu'au niveau géopolitique. Québec, c'était très actif pour aider la ville de New York avec de l'énergie. On est en train de réciproquer. On a exporté pas mal d'énergie hydroélectrique. C'était très bien pour des compagnies. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas. Mais tout ce que l'on transforme en masse, c'est on réduit la consommation de pétrole là-bas et cela a des conséquences pour des personnes. Il y a des alliés, mais il y a des corporations d'origine. Il y a vraiment un impact sur la santé, aussi sur les personnes. Quand on y pense, c'est une qualité de l'air importante. C'est des choses qui vont continuer à se passer à partir de l'expérience que l'on a. À partir de cela, on ne se rend pas compte de l'importance pour certaines communautés si ça se fait régulièrement. Donc, ces questions qui sont offertes, il faut voir, c'est grand. Donc, il y a beaucoup de collaboration très puissante. Il y a par rapport au Québec, chaque matin, si tout le monde allume et commence à consommer l'énergie, ça monte la consommation. Donc, comment faire descendre cela? Il y a pour cette
augmentation, il y a le besoin de voir un peu la dépendance, l'interdépendance. Si on regarde ça du point de vue de l'interdépendance, on est plus fort. Alors, on pourrait impliquer plusieurs compagnies qui, alors pas seulement euh, les batteries, comment on fournit cela. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en Europe, au Québec, aux États-Unis? Donc, évidemment, toutes ces motivations, en- incentives, oui, ces motivations sont aussi des opportunités et essentiellement, vous construisez, vous gérez l'implémentation, la mise en pratique, la mise en œuvre de cela. Donc, oui, il y a deux types de politique industrielle. L'une, c'est bon, il faut utiliser les turbines dans l'État, donc, peut-être importer les États-Unis. Donc, c'est des questions que l'on doit voir euh, euh, plus rapidement. Donc, il y a comment voir ces manufactures, comment faire ces implantations. Donc, il faut voir le côté aussi des soins nécessaires, des traitements nécessaires. C'est pas quelque chose, tu dois me vendre des batteries, tu ne produis pas des batteries, comment on peut subsidier cela si c'est nécessaire. Donc, c'est une opportunité importante. Merci. Todd, j'ai une autre question par rapport au niveau local, gouvernemental. Quelles sont les motivations, les encouragements? Comment cela affecte vos décisions? Vous qui avez travaillé à l'international, c'est un grand impact. J'ai parlé de ça plus tôt, un peu plus tôt. On peut aller sur le marché. On est concentré sur comment produire à un moindre coût, que ce soit meilleur sur le marché. Et il est nécessaire que ce soit un succès sur ce marché, que l'on implique d'autres pays, d'autres régions et que l'on construise nos décisions en correspondance. C'est une culture, chacune des stratégies. Il faut voir des stratégies à chaque petit déjeuner. Donc, c'est un rôle important, un rôle majeur dans le cas de ce marché du point de vue du paysage politique. Donc, si c'est produit en Chine ou pas, spécifiquement à cause des défis géopolitiques qui restent. Donc, on essaie de faire une vue holistique de tous les marchés. Donc, voir où est-ce qu'on veut faire les investissements, si on fait la production sur place, si on embauche des travailleurs locaux, qui fournit les choses, quelle est la valeur pour nous. Donc, on cherche différents éléments sur le marché et qu'il y ait des étoiles sur le marché. Un gouvernement pourrait nous fournir des encouragements pour euh, donc ensuite la compagnie elle pourrait se développer. Donc c'est sur le marché, ça pourrait pas être un super grand marché, mais si le gouvernement souhaite créer un environnement favorable, il y a des marchés qui ont une industrie qui nous représente. On voulait parler de, est-ce que vous pouvez dire que c'est une marque canadienne que vous représentez peut-être quand vous allez sur ces différents marchés? Est-ce que c'est une bonne vente? Est-ce que oui, on a encore une marque forte au Canada. On met la feuille d'érable quelque part dans le logo. Oui, c'est c'est pas la bonne chose à faire non plus, mais
on peut mettre au fond du produit. Donc, la valeur de la marque canadienne, c'est important. On le voit à TCS. Je pense qu'au Canada, on est une marque à laquelle on fait confiance et on mène aussi l'équité de marque, l'acceptation des nouvelles technologies, de l'innovation. Bon, peut-être sur ce, il y a beaucoup de compagnies de nos jours qui viennent dans un monde de transition, qui disent on a des investissements en Russie, on a du matériel là, on a beaucoup d'expositions en Chine. Alors, dans ce monde en transition avec des changements politiques, comment cela affecte les compagnies en expansion globale, mondiale? La géopolitique euh, passe très rapidement d'être un sujet ou à quelque chose à considérer pour la prise de décision. Ça peut être important, c'est présent à chacune des décisions, l'expansion internationale, la production, etc. Donc, on voit beaucoup de clients et beaucoup de compagnies qui parlent de la prise en considération de cela pour les décisions. Et dans le processus, dans la maturation du processus, il y a cette approche de mettre toutes ces questions qu'ils ont et on reçoit des compagnies qui sont beaucoup plus positives, qui présentent des scénarios sur l'impact, sur les résultats. Disant cela, j'aime bien tes mots quand tu parles d'opportunités parce qu'il y a des tendances, des changements. Donc, il y a aussi des opportunités et des tendances et des changements. Donc, on espère que le commerce global continuera à grandir et où seront les impacts, où cela se passera le plus. Donc, il y a où seront les chaînes de fournissement. Il y aura de fournisseurs multiples. Et les tendances, la dynamique de commerce États-Unis-Chine, comment cela évolue. Donc, cela ouvre de nouvelles opportunités. Il y a là un impact important. Une chose que je voulais mentionner aussi, c'est important aussi, quand on parle de l'expansion globale, il y a différentes manières différentes formes que cela peut prendre, des franchises, des partnerships stratégiques, des partenariats stratégiques pour les exportations. Quel est le droit, quelle est la bonne manière d'entrer dans un marché qui est sur mesure? Comment on gère cela? Il n'y a pas une seule réponse, donc cela dépend. Vous devez avoir une stratégie propre à chaque marché. Et ça dépend des franchises. Il faut voir, par exemple, Coca-Cola était un succès avec JV, notre marché. Il y a Side Electrica qui était en Inde. Donc, ça doit être selon les objectifs. Qu'est-ce que l'on essaie d'obtenir? On fait parfois, bon, on va essayer notre chemin ici, ça va être facile ou pas. Et donc, il y a de la conception de masse, ça va jamais être facile. On a eu des transactions pendant une période de temps déterminée. Il y a eu 10% de ces transactions ont détruit la valeur. Donc, c'est pas rapide, c'est pas facile. C'est un chemin dans un marché, mais il faut être réfléchi. Il faut voir les PMI, que cela donne de la valeur. Donc, je vais poser la même question. Il y a votre présence à l'étranger aussi, tous ces outils, M&A, d'autres que vous avez dans les bureaux. Comment vous évaluez cela? Comment vous décidez? Bon, en théorie, j'ai deux enfants, deux kids, mais on me dit que j'ai trois. La compagnie, c'est mon troisième bébé. Donc, je vous ai parlé des compagnies qui ont été acquises et des compagnies commencent
à tomber en morceaux parce qu'il y a un changement de la conversation vers la culture. La culture, c'est l'extension. Si les compagnies sont intéressées à vous acquérir ou à faire grandir le marché, vous allez perdre votre avantage principal, c'est les personnes. Donc, il faut rechercher attentivement quelle est la culture, quelles sont les valeurs de cette organisation, parce que si on n'en trouve pas, c'est un gâchis assuré. Donc, il faut voir si on n'aime pas M&A, comment vous décidez quelle est l'ingénierie du marché? Par rapport à M&A, on a pas mal de financement. Il y a d'autres ressources importantes pour les personnes. Ça peut grandir rapidement. Alors, c'est quelque chose qui est, est opératif. Donc, ils se félicitent de ces actifs qui sont là, mais c'est surtout après cela. Il y a beaucoup de travail très dur à faire. On doit s'assurer que ces questions, que vous avez les choses que vous attendez et l'énergie, et la croissance. Si les États-Unis, c'est une différence, c'est différent par rapport au Canada. Peut-être il y a des compagnies au niveau financier. Donc, ça compte surtout. Est-ce que je travaille comme consultant pendant un mois et ensuite vous continuez à travailler comme ça? Donc, il faut penser à cela quand vous êtes en train d'acheter, de développer et les personnes sont là. Est-ce que j'ai besoin d'un plan pour cela? Oui. Il y a pas mal de compagnies françaises globalement. Le secteur français est plus audacieux que le secteur que les Canadiens. On n'est pas suffisamment agressif, mais les Français ont été très présents dans de nouveaux marchés. Il y a eu des efforts à travers le monde. Donc, habituellement, quand vous conseillez ces entreprises M&A, différents types de marketing, comment vous gérez cela? Il n'y a pas une réponse en or. Il y a pas mal de personnes dans différentes M&A et des banquiers aussi. Donc, on a beaucoup d'exemples de catastrophes, opérations fantastiques. C'est pas seulement le prix c'est la manière active de mettre en pratique cela. Il y a pas mal d'histoires, ça peut être compliqué. Et d'être trop agressif, je pense que non. L'exemple entre l'Italie et la France, je sais que certaines compagnies, grandes compagnies comme BMA, ont acheté en Italie. Une filière était très active, très positive pour cela. Et on disait comment cette combinaison pourrait se faire au niveau mondial. Des produits en Italie, à des Italiens, les ventes. Donc, OK. Et d'autres disaient c'est prédateur, c'est une attitude prédatrice. Donc, on se sent mal par rapport à cela. Bon, je disais agressif du point de vue des affaires. Mais quand on veut faire quelque chose, on ne va pas le faire à moitié. Vous avez un bon exemple, les Français aussi. Il y a des compagnies qui suivent leurs règles, qui ne cherchent pas à changer les choses. Et il y en a d'autres, peut-être une nouvelle génération, et par rapport à la vision capitaliste des choses, je ne pense pas
par rapport au marché canadien, toutes les personnes essaient de augmenter leurs chances. Cela ne dépend pas seulement de la stratégie. Il y a aussi des questions financières. Aujourd'hui, on sait que le cash est roi, l'argent au comptant est roi. Oui, c'est essentiellement, il y a des stratégies par rapport aux opérations économiques. C'était il y a 3 ans qui n'était pas l'idéal, mais c'est des stratégies et on essaye de généraliser, mais maintenant est très utile. Donc, une fois de plus pour faire ce choix-là, pour m'assurer que l'on est en train d'aborder tous les sujets dont on parle, les défis, c'est le talent aussi. Quand vous faites l'expansion corporative, trouver des talents, développer des talents, les garder. Donc, on parlait de cela. Dites-nous, du point de vue par rapport à l'expansion internationale. COVID nous a donné accès à un plus grand nombre de candidats. On a accès à une banque beaucoup plus profonde de candidats. Et si on ne fait pas attention, ça se fait très transactionnel. Ça devient très transactionnel. Avec la COVID, on a trouvé beaucoup plus de collègues. Il y a eu d'autres personnes qui ont déménagé de la ville de New York aux zones résidentielles. Donc, il y a de nouveaux défis. Donc, c'est extrêmement important. C'est des manières de faire des affaires, micro-gestion, etc. Donc, on passe une grande partie de notre temps comme exécutif pour envoyer des messages, voir les mécanismes pour les personnes que vous avez embauchées et on essaie d'augmenter les connexions entre les employés et la direction. Donc, ça fait partie de la cohésion de l'équipe. Donc, des réunions en ligne pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, des personnes qui ont du temps pour passer avec les collègues, il faut reprogrammer parfois. Donc, ça doit être de plus en plus structuré et on doit faire plus pour des choses qui avaient lieu automatiquement dans le passé. Donc, c'est la culture, la construction de ces mécanismes pour l'équipe, parce que c'est important d'avoir une équipe dans vos rangs. C'est une culture et il faut s'assurer que, en même temps que l'on fait l'expansion de la compagnie, on garde cette culture et on peut amener cela à l'étranger aussi. Et par rapport à ce défi, comment on fait? Je pense que la communication est très crédible pendant le processus. Teams, on parlait beaucoup sur ce que la culture signifie au Canada. Au Canada le sait et ça correspond bien. Et on travaillait très dur pour retrouver et on a trouvé un nouveau marché, développé un nouveau marché pour le salaire et en, en Asie aussi, très spécifique. Je pense que on a travaillé avec le salaire moyen aussi et c'est bien pour attirer de bonnes personnes et équilibrer notre culture avec le côté financier, le cash aussi, c'est important pour les personnes. Donc, il y a des bénéfices financiers dans l'organisation. Les personnes, on doit s'assurer que les personnes comprennent que c'est une équipe, une famille. Donc, il faut se réunir avec nous et travailler comme ça. Maintenant, pour terminer, par rapport à ce point, il semble qu'il faut faire des stratégies sur mesure. Après l'entrée dans un nouveau marché, la culture, dites-nous quelles sont vos pensées
de clôture. Je pense qu'un des mots importants que vous avez mentionné, c'était de garder la culture. Je pense pas que c'est l'objectif de garder une culture. Il s'agit vraiment de prendre les meilleures parties de la culture et de les adapter pour une nouvelle culture. C'est quelque chose de délibéré que nous pouvons faire. Quelle est la culture, l'objectif de culture que nous avons et comment est-ce qu'on la transforme en comportements qui sont mesurables? Tel que vous avez mentionné, cela va aider à la transition. Donc, tout- il y a des transferts de culture, il y a des transitions de leadership également qu'il faut considérer. Merci à tous nos intervenants. Nous avons pu parler de différents thèmes durant ces 50 ou 60 minutes. Merci à nos participants. Nous espérons que vous avez bien aimé et nous avons hâte de continuer cette conversation ensemble. Merci à toute la conférence.